Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui participe d'un complot. Il s'agit, comme l'aurait dit le professeur Leslie François Maniga, de basculer ce pays dans la modernité. Le complot Délivrez-vous, c'est un complot de l'intelligence, de l'intellection, pour que ce pays puisse devenir un pays libre, un pays de progrès intellectuel, un pays de la pensée complexe. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le prix Deschamps 2018. Le plus grand prix littéraire haïtien est sur mon plateau. On va quand même ouvrir le bal avec le rubriquage habituel. Place maintenant à la rubrique Temps Poème. Je ne vais jamais, mais vraiment me retenir de vous lire du Castrat. Je suis toujours dans L'encre est ma demeure, publié chez Actes Sud. Je suis à la page 77. Je m'en vais vous lire Déshérence. La mort emmurée dans mon poule guette de ma fenêtre en larmes. Je vois tout Port-au-Prince contre ma joue cassée. Je joue avec la pluie. Les mots arrivent plus vite avec la pluie. Le dormeur tombera de son poème, voulant trouver toute la marge des étoiles dans la détresse d'un seul mot. Georges Castrat, L'encre est ma demeure, dans la rubrique Temps Poème. Et maintenant, place à la présentation biographique de mon invité, Ronald Sepaul. Il est né en 1957. Ronald Sepaul a fait des études de psychologie à Port-au-Prince puis à Bruxelles. Après quelques années à travailler en éducation, il rejoint le ministère de la Culture nouvellement créé et part se spécialiser en politique culturelle et action artistique à Paris en 1996. Fonctionnaire au ministère de la Culture, il s'est notamment occupé de promotion du livre et de la lecture. On lui doit la création du premier réseau de centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC. Il part, il revient, directeur de l'École nationale des arts Enarts en 2005, il coproduit et co-réalise un film sur la peinture du nord du pays, Zinglin Rêvatis Pentnan Noyo. Après, il a collaboré avec plusieurs ministres de la culture au niveau de leur cabinet. Ainsi est-il co-auteur avec Eddie Lubin de la politique culturelle de la République d'Haïti et l'initiateur des Assises nationales de la culture en 2011. Depuis 2013, Ronald Sepaul a créé Ref Culture, un bureau d'études dans le domaine culturel, et a prêté ses services à différentes organisations internationales, dont principalement l'UNESCO et l'OIF. Ronald Sepaul est membre du comité d'orientation des dynamiques culturelles et linguistiques de l'OIF depuis 2017. Véritable activiste culturel, Ronald Sepaul s'investit depuis plus de 20 ans dans l'éducation culturelle et artistique. Sur ce thème, il a publié pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser, plaidoyer pour l'enseignement du patrimoine culturel haïtien dans notre système scolaire, en collaboration avec Kessler Bien-Aimé. Actuellement, il gère le projet PASS TPCI, programme d'appui au système scolaire pour la transmission du patrimoine culturel immatériel. Il a collaboré avec Daniel Marcelin à la formation de jeunes comédiens au Petit Conservatoire. Son premier roman, Les Enfants des Cyclones, publié aux éditions Le Soupirail, a reçu en 2015 le prix Éthiophile. En 2017, il a publié Bateau. La couturière de Martissan, son troisième roman, a obtenu le prix Deschamps 2018.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Port-au-Prince est la ville de tous les dangers, de tous les plaisirs, de toutes les solitudes aussi. Les matins avaient une odeur d'acassant, de figre, de sucre et de pain chaud. Les bruits étaient faits de klaxons, de vieilles chaudières, machetéos et d'éclats de rire indécents d'une voisine qui mettait toujours trop tôt, trop fort, tout le temps la musique. J'étais toujours inquiète de tout ce monde partout. Je me réfugiais chez moi avec ma machine à coudre. Je l'attendais. La couturière de Martissan, Prix des Champs 2018, Ronald Sepol est sur le plateau Délivrez-vous. Bienvenue à Délivrez-vous, Ronald. Bienvenue D'Angelo, je suis toujours submergé par ton enthousiasme. Merci de me recevoir sur ton plateau. Et voilà, c'est encore une Gardons occasion. bonheur, Ouais. la couturière de Martissan que tu nous tends, que tu nous offres, le Prix des Champs 2018. Ouais. C'est, bon, on va dire, c'est l'équivalent du Goncourt haïtien, tout carrément. Non, moi, je fais pas de référence nécessairement à ça. Je me contente de dire qu'Haïti étant un grand pays de littérature, avoir le plus grand prix littéraire haïtien. Donc voilà, c'est même pas la peine de faire référence au Goncourt parce que c'est comme ça. J'y fais pas référence. Voilà. Avec plein de figures féminines assez remarquables qui sont dans toute la pagination de cette couturière de Martissan. Déjà le titre, La couturière de Martissan. Est-ce pour autant un roman de femme, un roman féministe? Ah non, je ne sais pas si c'est un roman de femmes. Je sais seulement que le courage des femmes est un courage particulier. Et le courage, témoigner du courage des femmes fait toujours un bon roman, à mon avis. Et, féministe, non, je ne me préoccupe pas d'avoir une position féministe. Je ne suis pas une femme. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une femme, mais disons que ce n'est pas la préoccupation. Je pense que si c'était un couturier, ça ne ferait pas un aussi bon roman. Mais une femme dans un roman, du moins camper la figure d'une femme dans un roman, est-ce que nous sommes dans le risque de surévaluer, de surestimer le courage féminin? Est-ce que ça ne devient pas plus qu'un courage romanesque au lieu qu'un courage réel? Ah, réel ou romanesque, moi je crois que le courage réel des femmes dépasse le courage romanesque. Il n'y a qu'à regarder notre société, il n'y a qu'à regarder la rue, le nombre de femmes qui triment, qui travaillent dur pour un petit projet, tout petit, insignifiant et qui se débrouillent, qui se démerdent dans la rue. Je pense que le courage des femmes dépasse de loin le courage, ce que nous, en tant qu'hommes et romanciers, pouvons imaginer pour faire beau. Non, je pense qu'effectivement, le courage réel des femmes, qui est un courage particulier, je pense qu'il est différent du courage des hommes, parce que c'est une femme, ça donne la vie, etc., etc. Est-ce que ça ne nous conforte pas, nous autres hommes, dans notre phallocratie, en laissant penser que les femmes seraient des potomitans, des pièces maîtresses, elles sont courageuses? Du coup, ça nous déresponsabilise dans notre rapport à ces femmes-là. Ça, c'est quand on se met dans un rapport, soit d'opposition ou bien de concurrence. Si on n'est pas dans ce genre de rapport, je pense que, un homme l'homme il a son rôle, la femme le sien, et puis voilà. Maintenant, phallocrate, c'est une perte de temps, c'est une stupidité. Et oui, ça n'a pas d'intérêt, moi. Je pense que c'est une stupidité. Phallocratie, c'est-à-dire se croire, parce qu'on est un homme supérieur, ou bien on a le pouvoir. Ça, c'est... Ouais.
Ouais. Et du coup, en profiter pour enfermer les femmes dans ce concept de courage, leur dire, vous êtes faites pour soutenir toute la famille, Ah non, vous non, non, travaillez, non, vous ouais, cumulez. non, mais c'est pas dans cette optique-là. C'est pas moi d'abord qui reconnais le courage des femmes. Je pense que c'est quelque chose qui s'impose à notre attention. Je veux dire, pour peu qu'on fasse ça, c'est pas parce que l'homme reconnaît le courage des femmes que cela devient quelque chose de beau. Je pense que c'est quelque chose qui s'impose à nous. Moi, j'ai été élevé par une femme. Pour mieux dire, j'ai été élevé par des femmes. Et donc, c'est des choses qui se sont imposées à moi. Est-ce que l'une d'entre elles fut couturière par hasard? Oui, oui, oui. Oui, Ah ouais, bien comme sûr. par hasard. Oui, 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 oui. Et elle est un peu dans ce roman, son souffle est là, son tempérament est là, plane un peu sur Peut-être, ce oui, roman. peut-être. On ne peut pas tout à fait se départir de ce qu'on est. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un évidemment. roman qui surprend énormément Ronald C. Paul dans son parti pris stylistique, si tu veux. D'accord. Plusieurs voix rentrent en contact. Le lecteur, au bout d'un moment, il est dans la voix d'un personnage. Au bout d'un moment, la perspective, elle est zéro. C'est une voix extérieure. Cette façon de camper le roman, ce jeu de domino, là, Ouais. t'as pas eu peur de rater ton coup? C'est risqué. Ah, bien sûr. Mais sinon s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Parce que l'histoire en elle-même, bon, c'est une histoire. C'est une histoire. Je veux dire que maintenant, l'art romanesque, précisément, si c'est de l'art, et c'est précisément ce travail sur comment raconter cette histoire. Ouais. Parce que, et tout le pari est là. Et c'est ce qui fait un écrivain également. Mais les histoires, on peut tous en raconter, mais c'est Ouais, dans la ouais. façon de raconter. En tout cas, un bon narrateur. C'est ce qui fait un bon narrateur. Et ton Ouais. personnage, il est ni ange, ni démon. Que fais-tu là? 2 jours que je ne t'ai pas vu. J'ai eu peur de ne plus te revoir. Qu'est-ce que cela veut dire, Roger? Je suis marié, j'ai un fils, j'ai des voisins. Il m'a saisi par les épaules. J'ai dit non. Il m'a enlacé. J'ai dit non, non. A cherché ma bouche et m'a embrassé pour que je dise oui. Je n'en pouvais plus. J'ai juste eu le temps de baisser les persiennes et de bloquer de l'intérieur la porte. Il m'a prise avec fièvre, sans perdre le temps de nous déshabiller là, sur la table, pour témoin la machine à coudre, avec une robe engagée sous l'aiguille. Mais quand tu me campes ce personnage au début, je ne m'attendais pas à ce qu'elle couche avec cet épicier. Ah ben, Elle est couche pas. surprenante. Elle ne couche pas, elle est submergée. Premièrement, elle souffrait. Ah bon, elle souffrait. Elle était aux prises avec une très grande solitude. Ça, c'est une chose. Et puis, elle est submergée par le désir de l'autre. C'est humain, ça. Et on peut être tout ce qu'on veut, mais on n'échappe pas à ses hormones. Hein. C'est impossible. Et c'est ce qui On fait... n'échappe pas à ses hormones, on n'échappe pas à la biologie. Oui, non. Donc, c'est ce qui fait de nous des humains. C'est pas... il faut que les personnages soient humains. Il ne faut pas que ça soit des héros un peu idéalistes, des choses comme ça. Donc voilà, et c'est à cause de ça, précisément, qu'on peut avoir une histoire. Je pense que c'est parce que, précisément, on est aux prises avec des circonstances comme ça, et c'est ce qui fait de l'histoire. Après, ça va pas très bien se passer hein, au niveau conséquences. Ils n'ont pas eu le temps de 3 points de suspension. Nelson est rentré, a bousculé sa femme avant qu'elle ne trouve à dire, a regardé Roger pâlir de peur, a bougé son épaule gauche, est entré dans une colère noire, trop fort le taureau. Midi, le carillon de la cathédrale, comme un glas. Une ambulance reçoit le corps de Roger, tandis que Nelson grimpe dans la cage arrière d'un véhicule de police. Donc ça devient compliqué. Nelson, lui, il rentre dans une colère pas possible, majuscule. Ah ben Sa oui. femme le trompe. Et là, tu viens de dire que cette femme, mariée avec un enfant, était seule. Donc ça peut donc arriver, et Ronald C. Paul, d'être en couple, d'être avec une femme, d'être avec un homme, et d'être submergé de solitude. Ah, c'est pas que ça puisse arriver, ça arrive tout le temps. C'est en train d'arriver là, au moment où nous parlons sûrement quelque part par rapport au prince. Heureusement. Non, mais ça arrive tout le temps. On peut être seul en couple. Oui, mais oui, bien sûr, très souvent, malheureusement, trop souvent. Alors, il faut dire aussi qu'elle était seule parce que le mari travaillait au Gonaïves, elle était à Port-au-Prince pour élever leurs enfants, leur enfance, et elle était seule à Port-au-Prince pour élever leurs enfants, comme font d'ailleurs beaucoup de femmes. C'est à elle que revient le dur labeur. Dur, bon, pas seulement dur, mais en tout cas, parce que c'est aussi un labeur d'élever un enfant et elles sont seules. Et la solitude, c'est quelque chose qui nous fait faire parfois ce qu'on peut regretter un instant plus tard. Mais c'est la vie qui est comme ça.
Et maintenant, le regard de l'autre, le voisinage venu en nombre assisté, retient son souffle, main sur la bouche. C'est avec les regards qu'ils ont jeté des pierres à Gisèle. Peut-on lapider une âme avec des regards? Voici la question que je te pose, Ronald. Est-ce qu'on peut lapider une âme avec des regards? En Haïti en particulier, il y a une manière de regarder les gens, c'est comme les tuer, quoi. C'est un regard de mépris. Et on a beaucoup ça dans notre culture. Premièrement, quand il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de gens qui viennent regarder. Et il y a une façon de regarder les gens. On peut les tuer avec un regard. Est-ce que c'est culturel aussi, cette façon-là, par le regard d'exprimer sa haine, d'exprimer son insatisfaction? Ça fait partie de nos façons de nous exprimer, d'exprimer nos émotions, notre mépris ou bien notre contentement. On regarde quelqu'un avec admiration, on a l'impression que on est prêt à boire avec les yeux tout ce que la personne dit, de la même manière qu'on regarde quelqu'un avec un certain mépris. C'est comme si on lui rentrait un couteau dans le ventre, carrément. Dans le ventre, oui. Donc, voilà. Donc cette femme-là, Ronald, cette Gisèle, cette couturière de Martissan qui a eu ce prix des Champs 2018, elle a des rêves. Elle dit « Je voudrais partir, conquérir un avenir pour ne pas dépérir de trop rêver. Je rêve d'un fils architecte. Et je rêve qu'il rêve d'une belle maison avec un réfrigérateur plein de bonne nourriture, d'un magasin de vêtements chics, d'une maman fixée dans un bonheur sans profondeur. Je veux des rêves en son et lumière. Je voudrais partir à mes risques et périls, partir et revenir à mon corps. Je voudrais avoir la joie brûlante des regrets défaits. Je voudrais prendre des hommes. » Donc ça participe de sa batterie de rêves. Prendre des hommes, partir, le fils. Mais si on voit la mesure de ses rêves, cette mesure-là est symptomatique de sa précarité matérielle. Oui, elle rêve d'un réfrigérateur. Oui, mais c'est la fonction du rêve. On rêve de ce qu'on n'a pas. Ouais. Ben oui, si on dispose d'un réfrigérateur, on ne va pas rêver de réfrigérateur. On va rêver de quelque chose dont on ne dispose pas. Donc là, tu dis quelque chose sur la nature des rêves que les individus peuvent faire. Suivant notre extraction sociale, suivant notre condition économique, nous rêvons de certaines choses. Oui. Le rêve est surdéterminé par ce que nous vivons dans le réel. Ben oui. Moi, je ne vais pas rêver d'être Ronald Seppol. Je suis déjà Ronald Seppol. Tu n'as pas rêvé d'avoir des lunettes, tu en as déjà. Oui, par exemple. Donc, elle rêve d'avoir des hommes, de prendre des hommes. Oui, elle le dit bien, de prendre des hommes. C'est un rêve féminin, ça. Tout comme un rêve masculin, ce serait de rêver d'avoir beaucoup de femmes. C'est des choses naturelles. Donc, vouloir prendre des hommes, ça dit aussi quelque chose d'elle, sur sa psychologie. Malgré le fait qu'elle soit, entre guillemets, pauvre, elle rêve d'amour, elle veut du sexe, elle veut de la biologie dans sa vie. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis malgré le fait qu'elle soit pauvre. Mais on aurait très souvent, on pense que les dames qui sont en début de quarantaine, qui sont dans une situation matérielle compliquée, alors, on les exclut de toute sexualité. Non, mais c'est comme exclure quelqu'un de l'humanité même. Ah oui, non, parce que ça, en fait, ça va jusque-là. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que, et c'est vrai qu'effectivement, on pourrait penser, puisqu'elle est dans la précarité, et qu'elle a plein de problèmes, et qu'elle aurait mieux fait de rêver, par exemple, d'avoir des choses matérielles. Mais non, c'est pas ça. Elle rêve. Donc, et voici que Gisèle qui va, malgré elle, tromper son mari. Et la chose se termine, mais en bagarre. L'amant trouve la mort, le mari trouve la prison. Gisèle est seule avec son enfant Claude. Mais sacré garçon, ce Claude. Quelle intelligence! Voilà. Moi, je le trouve digne fils de sa maman. Avec une question qui m'a beaucoup ému. Comment les poissons font pour boire de l'eau? Est-ce que les poissons savent avoir soif? Est-ce que les poissons... Alors, c'est le fils d'un copain à moi qui avait posé à son papa cette question absolument étourdissante, en effet. Du coup, je me la suis posée en lisant le roman. Je me suis arrêté pour me dire, mais les poissons... Est-ce que les poissons savent avoir soif?
Est-ce qu'il n'a qu'à ouvrir la bouche et comme ça Non, un poisson, est-ce qu'il peut avoir soif? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Ouais, on note ça et à la prochaine réincarnation de Einstein, par exemple, on lui soumet. On dit, alors, faut nous dire, est-ce que les poissons, voilà, peuvent avoir soif? Gisèle, c'est aussi cette dame qui travaille dans une factory. Donc, ce roman, c'est aussi un roman, de la condition ouvrière. Oui, de la condition des ouvrières, pas de la condition ouvrière. Parce que la condition des ouvrières en Haïti, ce n'est pas la condition ouvrière à proprement parler. Elle n'est pas la même chose à Paris, à Thaïlande. Ouais. Moi, j'ai été inspecteur du travail à un certain moment. J'étais plus jeune. Et bon, donc j'ai été témoin, on va dire, oculaire de certaines situations de la vie des ouvrières. Donc c'est la condition des ouvrières. Je ne dis même pas des ouvriers parce que c'est une autre chose. Ouais, en Haïti. Déjà, c'est difficile de trouver cette place en factory. Et quand on la trouve, on est extrêmement sous-payé. Déjà, le nom me fascine. On appelle la chose la sous-traitance. Comment on a fait pour appeler des espaces de sous-traitance? Parce qu'on vous sous-traite quand même. on vous sous-traite ou bien on vous traite comme des sous-hommes. Mais que les gens n'aient même pas eu cette retenue lexicale que d'appeler la chose d'une autre manière. Mais appeler la chose, mais d'entrée de jeu, la sous-traitance. Voilà. Donc les gens savent qu'ils viennent ici pour être sous-traités. Voilà, ils travaillent dans la sous-traitance, donc comme des sous, etc. Ouais. C'est aussi un roman très urbain, La couturière de Martissan. Déjà Martissan, le déménagement. Ça se passe dans la ville. C'est un roman de ville. Ça se passe à Port-au-Prince. Dans la ville, c'est Port-au-Prince des années 70 qui palpite avec toutes sortes de choses. Les fêtes, et les assassinats, et les arrestations politiques. Et puis encore les fêtes, et puis Coupé Cloué, et puis Mando Charlemagne, et puis bon, enfin, c'est toute l'ambiance de Port-au-Prince des années 70 qui était quand même des années absolument fantastiques, à plusieurs points de vue. C'est un roman qui t'a exigé au moins cette culture historique immédiate. Fallait... J'ai vécu les années 70 quand même. Ah ouais, ça a un peu l'air. Non, j'ai l'air comme ça, mais je suis du siècle passé. Je suis un homme qui perdure. Tu me disais hors caméra, la meilleure façon de vivre, c'est de vieillir. C'est de vieillir. Non, mais dans les années 70, oui, j'ai vécu les années 70. Et elles furent comment ces années 70? Sans WhatsApp, sans Facebook, sans broadcast, sans fake news. Elles étaient comment ces années 70? C'était des années d'effervescence artistique, intellectuelle, politique aussi. Hein. On a commencé à bousculer les Duvalier. Je ne peux pas dire qu'on a commencé, mais Jean-Claude Duvalier, qui a renouvelé un peu le style de gouvernance, et ça a donné lieu à une explosion dans tous les sens, que ce soit au niveau artistique, la musique, les arts plastiques, etc. Au niveau littéraire aussi, il y avait beaucoup de théâtre, il y avait plein de romans, etc. Au niveau de l'animation, on avait toutes sortes de groupes. Haïti réintégrait, on va dire, un peu la Caraïbe, parce que sous Duvalier, on était un peu enfermés sur nous-mêmes. Et je pense que c'est à partir de Jean-Claude Duvalier qu'on a commencé à un aller-retour, ne serait-ce que vers la République dominicaine, etc. Donc oui, c'était des années extraordinaires. Extraordinaires à plusieurs points de vue. Donc, pour un roman extraordinaire, Ronald Sepol, La couturière de Martissan, Prix des Champs 2018, qui est sur le plateau Délivrez-vous. Écoutez, vous faites bien de suivre cette émission. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous suivez toujours Des livres et vous, c'est une émission qui a pour vocation de booster la lecture, de vous inviter à charbonner votre intelligence, à lire au maximum. Aujourd'hui, je vous invite à lire La couturière de Martissan, publié aux éditions Deschamps, qui a obtenu le prix Deschamps 2018. Je vous le rappelle, c'est le plus grand prix littéraire haïtien et c'est Ronald C. Paul qui l'a eu le 5 février. Allez-y, notez bien, le 5 février à J'imagine à Pétionville, il y aura une vente signature. Soyez nombreuses et nombreux. Pour l'instant, on va se balader à la page 34. Je vais vous parler d'une femme. On va parler de beaucoup de femmes. Ce roman est un roman de femmes. Je prends ça sur moi. Ronald C. Paul peut toujours après mettre en doute, mettre en question. Mais le lecteur, c'est toujours le roi. Dès qu'il s'approprie du roman, il le continue, il le prolonge. Altagrace, voici une femme dont je suis éperdument amoureux. Ah, toi aussi. Ah oui, je suis. Ah, tu l'aimes aussi, Altagrace. Ah, ben, Moi, je suis tombé d'amour. Je me suis dit, mais elle est sympa, elle est c'est la plus cool. belle des femmes. Mais c'est une libertine. C'est vraiment une femme du monde, une femme de la vie. Altagrace qu'elle s'appelle. Elle a travaillé dans le parc pour au moins 3 compagnies déjà et rêve de Miami. Je voudrais partir à Miami. Et si tu trouves un mari ici, tu es naïve toi. Ici, on te baise, c'est tout. Donc elle a tout compris. Elle est dans une intelligence de la prostitution. C'est ce qui m'a plu chez elle. Une intelligence de la prostitution. Oui, ben oui, ici, ben, au parc industriel, on ne trouve pas de mari. Hein. En tout cas, hein, je ne m'aventurerai pas à dire qu'on y trouve, mais ce qui s'y passe, c'est exactement ça. Et ce qui se passe aussi en termes de marchandage sexuel, enfin, Oui, en oui, termes bien de sûr, bien pression. sûr. Oui. Elle dit, la première fois, je me suis fait renvoyer parce que j'ai dit non au superviseur. La deuxième fois, j'ai dit oui au patron, je me suis fait renvoyer quand même. Et la troisième fois, je l'ai bien cherché, je l'avoue. J'avais fait des avances au fils du patron. Je le trouvais beau, musclé, j'aime les hommes musclés. Nous avons eu toute une nuit et la semaine suivante, j'étais renvoyé. Les filles jalouses sont très méchantes. Donc, c'est la vie. C'est la vie. elle s'est quand même toujours fait renvoyer. Mais en même temps, elle nous dit qu'aux factories, là, aux usines de la sous-traitance, il y a ça comme situation sexuelle. Les patrons, les superviseurs. Mais ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas dans la position de quelqu'un qui subit tout le temps. Oui. C'est-à-dire la troisième fois, elle n'a pas subi, elle l'a cherché. Comme elle se fait séduire, elle séduit aussi. C'est un jeu comme ça. Et c'est un personnage comme ça. C'est pas une victime. C'est pas une victime, c'est quelqu'un qui est en lutte, et qui reçoit, qui donne, etc. Et qui conseille aussi, qui est... Ah, mais c'est quelqu'un qui connaît la vie mieux que beaucoup d'autres, donc qui peut conseiller, effectivement. Donc oui, voilà. Altagrace, quelle femme magnifique. Voici encore une raison, mais formidable. Une grande raison pour que vous alliez lire La couturière de Martissan. Avec un autre personnage, on va enfin parler d'un homme, on va parler de Frérot. Frérot, c'est quand même, avec Claude, ils sont copains comme cochons. Voilà, ce sont des frères. Ouais. Ils sont devenus frères, à force d'être amis, ils sont devenus frères. Et c'est dans l'enfance déjà. Hein. Et puis quel début d'amitié. Ouais. C'est Frérot qui attend son père et c'est Claude qui attend sa mère. Voilà. La camionnette est là et ils vont sympathiser. Et in fine, il va y avoir relation, il me semble, entre le père de Frérot et la mère de Claude. Mais ça, c'est zen. Mais ce que je comprends, Ronald C. Paul, dans ta construction des personnages, tu ne cherches pas à les diviniser. Tu n'oublies jamais leur pesanteur biologique. Mais c'est ce qui les rend beaux, moi, je pense. Ça, c'est écoute, moi, je ne trouve pas que l'idée de Dieu peut être belle, parce que c'est une idée humaine. C'est l'humain qui est beau, moi, je trouve. C'est une position personnelle.
Et je pense que, effectivement, quand on a quelque chose comme ça, avec des aspérités, avec des fêlures, il y a des possibilités de joie et des possibilités de tristesse. Et c'est ça qui fait que, en tout cas à mes yeux, que c'est beau. Et Claude va tomber d'amour dans ce contexte-là. Oui. Mais la réaction, c'est là que tes personnages sont aussi paradoxaux. La réaction de la mère de Claude m'a totalement dérouté. Ah, ben, oui, hein, c'est-à-dire elle veut beaucoup mieux pour son fils, hein, pas une fille comme ça, etc. Ouais, elle la traite de pain beige, de petite traînée. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Comme toutes les mères qui sont un peu possessives, qui couvrent son fils, qui voudraient pour lui toutes les belles choses et qui voient arriver une fille là avec ses petits seins, ses petites fesses, etc. Donc ça met en danger aussi un certain investissement. Elle souhaite que son fils ça met soit en danger architecte. tout un équilibre. Ça met en danger, mais bon, c'est les mères qui sont comme ça aussi. C'est les mères. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie, non incestueuse, mais de la jalousie dans le sens qu'il y a une autre figure féminine qui peut occuper de la place dans le cœur de mon fils? C'est une question de territoire. C'est une question de territoire. Oui. C'est carrément une attitude de lionne. Ouais. Alors, on ne va pas dire ce qui s'est passé dans cette histoire-là, entre Claude, sa mère et cette jeune femme. Voici donc une grande raison pour aller lire Cette couturière de Martissan. Encore en 1971, ce roman, et tu l'as dit, Ronald, se passe dans cette période-là à Port-au-Prince. Son Excellence, le docteur François Duvalier, président à vie de la République d'Haïti, meurt. Il y avait pour moi une sorte de contradiction entre, d'une part, la gravité de l'annonce et, d'autre part, le fait de dire président à vie. Dans ma tête, un président à vie ne pouvait pas mourir. Je me suis fait cette réflexion aussi, je me suis dit, attends, le mec il est mort, mais le président à vie. C'est un petit jeu comme ça, vite fait, mais qui invite à une grande interrogation. Oui. Quand on dit président à vie et qu'on meurt, c'est un peu con, quoi. Donc ça met en péril la formulation même de l'expression président à vie. Ouais. Tu es président tout court. Mais le docteur François Duvalier, toi, personnellement, tu ne l'as pas vécu. Si. Je suis né en 57. Dans les moments de terreur où tout le monde avait... mais j'étais gamin, mais oui, bien sûr, j'ai été témoin même quand on est gamin. Moi, je suis né en 57. Il est mort en 71. Oui, donc voilà. Ben oui, j'étais adolescent quand il est mort. Tu as eu un peu de temps quand même pour voir ce que c'était. Oui, est-ce que même, etc. Ouais. Est-ce qu'une adolescence en Haïti était frappée déjà par ce régime de terreur? Est-ce que personne n'était épargné? Tout le monde était condamné au silence et à la peur? On ne savait même pas si on était condamné au silence. Nous, on jouait au football, on allait au collège Saint-Pierre le vendredi, on allait au cinéma, on faisait la fête, etc. Évidemment, si on avait une coiffure afro, on se faisait sermonner ou bien même brutaliser par un tonton. Mais ça faisait partie de l'ordre des choses. Non, mais tu n'avais pas cette sensation d'être dans un goulag? Bien sûr qu'on avait la sensation, parce qu'on se dit, un tonton Macoute, c'est quelque chose d'absolument terrorisant. Mais on vivait dedans. Ça veut dire il ne faut pas croire qu'on était comme ça tout le temps, super crispé. C'est pas vrai. Oui, c'est ça que je voulais que les jeunes Non, mais les jeunes, ils vivaient dedans. Ils sortaient, ils faisaient la fête, ils partaient en week-end. Oui. D'ailleurs, il y en avait tout plein qui n'étaient même pas conscients qu'ils vivaient dans un régime de terreur. Jusqu'au moment où un problème particulier frappe un membre de la famille ou frappe directement la personne. Mais sinon, voilà. Donc c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que c'était des années comme ça. Hein. C'est vrai, on était dans un régime. Moi, j'ai été témoin de certains nombres de choses qui, quand je réfléchis en flashback, je me dis que vraiment c'était terrible. Mais on vivait. Ouais. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas dire. On a eu, en tout cas personnellement, moi, j'ai pas eu une adolescence triste au sens où on était dans un régime social tellement oppressant que tout le monde était comme ça. C'est pas vrai. Et qu'en était-il de la consommation d'alcool, de cigarettes, de drogue? Comment c'était à cette époque? Moi, j'ai fumé très tôt et j'ai bu très tôt. Maintenant, j'ai laissé. Mais j'étais un grand fumeur et un buveur invétéré. On buvait, etc. T'inquiète pas, je garde le flambeau. Attention, il y a des jeunes qui nous regardent. Ah ouais, écoutez, c'est ce qu'on appelle une blague de télévision. Hein, vous ne rentrez pas là-dedans. Non, c'est pour dire que on n'était pas dans une ambiance. Il y avait des moments, effectivement, de terreur.
de véritable terreur. Parce que quand, par exemple, les tontons Macoute débarquaient dans une maison ou bien dans un quartier, tout le monde était effectivement terrorisé. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils tuaient à l'aveuglette? Si tu passes par là au mauvais moment, tu prends une balle. Et parce que eux, ils encerclaient une maison, ils traquaient quelqu'un. Dès qu'ils n'aiment pas ton faciès, par délit de faciès, tu trouvais la mort. Est-ce que la mort était gratuite, vraiment, dans les années 70? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On pouvait se trouver en situation de combat où ça tirait de partout. Là, c'est autre chose. Mais écoute, ça ne tiendrait pas. Oui, Il faut être raisonnable. Sinon, on serait tous détraqués. Les gens de ma génération seraient tous des gens absolument traumatisés, détraqués. Non. Il y avait la terreur, mais c'est un peu surfait. Non, mais je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour dire que Duvalier était un régime malheureux. On n'a pas besoin d'en rajouter. Je veux dire que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il y a eu suffisamment de choses terribles pour ne pas devoir en rajouter. Ça participe d'une sorte de fantasme, étant donné que ce n'était pas bon. Donc, absolument tout, on vivait comme ça, terrorisé, etc. Non. Est-ce que ce roman, et Ronald C. Paul, La couturière de Martissan, est-ce un roman où toi, tu fais une fidélité à ton adolescence? Tu fais une fidélité à ta nostalgie de ces années 70? Nostalgie, c'est peut-être c'est pas exactement ce que je dirais. Je ne suis pas nostalgique des années 70. Je pense que les années 70 ont été ce qu'elles ont été. C'était, d'un certain point de vue, extrêmement bien, extrêmement bien. On s'amusait comme des fous. On était jeunes, on s'amusait comme des fous. C'est une période de libération sur plusieurs plans. Avant, on était oppressés. Mais je ne suis pas nostalgique de ça, même si je suis pas, bon, je suis loin d'être satisfait. Je dirais même que je suis dégoûté. Mais bon, mais je ne suis pas nostalgique de ce qui s'est passé. Je pense qu'aux jeunes de 30-40 ans, d'essayer de vivre leur jeunesse, leur adolescence d'une certaine manière. Cela dit, on ne peut pas en même temps nier le fait qu'il faudrait quand même qu'on retrouve un certain nombre de choses. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on récupère de ces années-là? C'est le sentiment de sécurité qu'on est chez soi dans son pays. Aussi paradoxal que ça soit, je veux dire, ça a l'air banal, je veux dire, sortir à 10h du soir. Moi, je me rappelle une fois, je suis parti en province avec un copain, on est resté une semaine dehors. Mes parents étaient évidemment inquiets. Mais personne ne s'imaginait que j'étais déjà enterré. Tu étais parti à l'aventure comme ça, faire la fête? Oui. J'étais parti à l'aventure, on était dans le sud, et je suis resté, bon, c'était pas de bons exemples, mais je veux dire, à aucun moment, voilà. Donc, je pense que sur la question de sécurité, sur la question de, bon, c'est vrai que Port-au-Prince n'avait pas 3 millions d'habitants. Ça aussi, c'est un fait et ça entraîne un certain nombre de problèmes. Mais bon. Au moins, on peut récupérer cette sensation de sécurité. D'avoir le sentiment d'être chez soi, quoi. Et pour en revenir maintenant à Gisèle, cette couturière qui est au cœur de ce roman, elle ne pouvait jamais avouer à son fils les circonstances de la disparition de son père. Difficile. Alors, on va pas vraiment dire ce qui s'est passé vraiment, mais c'est resté presque une aporie dans tout le roman. Claude... c'est ce qu'on appelle un secret de famille. Ouais. Un cadavre dans le placard. Ouais. Tu penses que toutes les familles haïtiennes ont des secrets comme ça? Je pense. Tu sais, je suis psychologue, hein, je sais que beaucoup de familles ont des secrets. En principe, une famille, en général, ils ont des secrets. Pas comme ça. Ouais. C'est vrai qu'ils en ont. Moi, c'est vers 9 ans qu'on m'a appris que ma mère était morte, au fait. Dans ma tête, ma grand-mère était ma mère. Ah ben voilà. C'est vers 9 ans, réunion de famille, on me dit désolé, en fait, ta mère, elle est morte. Voilà. Celle-là, c'est ta grand-mère. Ouais. Non, mais il y a tout. On construit autour de ça, hein, je veux dire. On se construit autour de ça aussi. Tu penses que ces secrets de famille sont structurants? Oui, tout à fait. Absolument. Et là, c'est un point de vue de psychologue, hein, de psychanalyste. C'est structurant, effectivement. Alors, en ce temps-là, nous sommes dans les années 70, nous sommes avec la couturière de Martissan. Le train de la Haitian American Sugar Company, ASCO pour les intimes, passait chargé de canne à sucre et les enfants avec qui on nous interdisait de jouer s'amusaient comme des fous
à tirer des tiges des wagons débordants. Frérot, lui, était fasciné par cette immense machine qui, disait-il, allait comme un serpent. Pour avoir été terrorisé par les serpents dans mes cauchemars après le départ de papa, je détestais tout ce qui se rapproche de près ou de loin de ces sales bêtes. Ainsi, je regardais passer le train avec appréhension. « N'aie pas peur, me disait-il. Il paraît que j'étais un peu heureux. On n'est jamais trop prudent. » Un jour, le gros serpent a broyé sous ses roues d'acier la jambe d'un type qui prétendait faire un show d'acrobatie et prélever un maximum de canne à sucre de la bête. La machine ne s'est même pas arrêtée. Indifférente, elle a poursuivi sa route dans un bruit que les enfants plus tard ont traduit « Prankan bam bam jam ». Ouais, on entendait chanter ça, Prankan bam jam, Prankan bam. Donc du coup, ça vient de là en fait. Oui, c'est le train de Lascaux. Il y avait souvent des accidents, justement aux abords de Martissan. Justement, c'est le genre de situation où les gens, et puis voilà, parce que une jambe de broyé. La machine continue sa route. Prankan bam jam. Voici donc une réalité. C'était une sorte d'onomatopée et avec oui, le bruit. Non, le bruit des wagons sur les rails. Clé-goudum. Ouais. C'est exactement comme les Haïtiens ont dénommé le goudou-goudou. Parce que ça faisait un goudou-goudou. Donc c'est à partir du son qu'ils ont fait ça. Aïe, aïe, aïe. La couturière de Martissan, prix des Champs 2018. Ronald C. Paul est sur le plateau, délivrez-vous. Gisèle est là avec vous, c'est elle la couturière. Claude, c'est son fils, mais qu'elle adore, qu'elle souhaite qu'il soit architecte. Nelson, c'est le mari jaloux qui a tué l'amant de Gisèle. Altagrace, cette femme dont je suis, dont Ronald également, nous sommes éperdument amoureux. Écoutez, Papa Doc est là, Jean-Claude est quelque part. On va continuer. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le corps de Gisèle. J'avais depuis longtemps renoncé à la coquetterie des ongles. Ils s'abîment trop vite avec les travaux ménagers. J'aimais les regarder quand ma main maintenait sous l'aiguille de la machine un tissu. J'ai les doigts longs, effilés, prolongés par des ongles de toute beauté, si j'avais le loisir de les soigner. Ce sont les parties de mon corps que je préfère. J'aime aussi mon nombril. Petit trou en croix, c'est mon trompe-sexe. Aucun homme ne le sait, mais j'ai du plaisir à caresser mon nombril. Enfin, j'avais. Et puis, ce sont mes yeux. Je trouve que j'ai des yeux qui ne trahissent jamais mes sentiments. Il faut que quelqu'un soit absolument sûr de lui pour me fixer dans les yeux. Ainsi, on m'a très peu menti. Quand j'étais jeune et qu'il me disait belle, mon préféré était mon pubis. Il était charnu et au travers de mes poils pas trop touffus, je pouvais, en me recourbant sur moi-même, entrevoir mon clitoris. Je n'ai jamais osé me masturber qu'une ou deux fois. Je préférais rester en admiration devant ce point rosé qui sortait de moi vivant, ardent. Quand j'étais jeune, j'admirais mon pubis et me disais que c'était un triangle des Bermudes dans lequel plusieurs hommes viendraient se perdre. Quand j'ai eu Claude, mon sexe a perdu à mes yeux son mystère. Après, cela a été mes pieds. J'aime mes pieds et j'ai du chagrin à ne pouvoir me chausser comme je voudrais. J'ai beaucoup sacrifié le repos et le plaisir de mes pieds pour Claude, pour mon rêve.
Maintenant, j'ai des corps, les orteils tordus, les ongles sales, le talon desséché comme un sabot. C'est que j'ai beaucoup marché. Dieu seul sait combien j'ai marché. Je n'ai pas assez dansé. J'aimais dire la promesse de mon corps en dansant. J'ai dansé juste assez pour savoir que j'aurais aimé danser sur toutes les musiques du monde. Les leçons étaient fous de mes seins. Claude aussi, bien sûr. Je ne parle pas des hommes d'avant, mais de ceux d'après. Ils sont comme cela. Ils aiment les seins, les fesses et le sourire. Ce sont des promesses. J'avais une peau douce comme du satin. Elle a aimé les caresses, a résisté aux morsures du soleil, a goûté à l'eau salée. Mon corps était une promesse. Il y a quelque chose de pas naturel dans cette mort, pense un mystique. Il y a toujours un mystique, à moins de 10 pas dans cette ville. Depuis quelques nuits, n'avez-vous pas remarqué que la lune avait changé de trajectoire? En vérité, je vous le dis, mourir comme ça, c'est pas naturel. Quand de tels radotages font le bruit de fond de la souffrance, c'est pour apprivoiser la douleur. Certaines personnes le savent, d'autres pas. Arrête ton charabia avec ton histoire de trajectoire de la lune. Voici un passage très touchant, très sensuel, très envoûtant sur le corps de Gisèle. Et pour en finir à ce cliché qui tient cette ville, tient ce pays en otage, les Haïtiens sont pratiquement immortels. Une vieille dame de 95 ans, flouillée par une crise cardiaque, a été bouffée. Ah ben oui, nous sommes immortels, effectivement. Avec la fameuse formule, elle était là, mais bien propre. Hein? Une petite fièvre. Une petite fièvre, et elle n'est plus là. Non, ce qui est bien, c'est qu'elle était bien propre. Ouais, bien propre, elle était là, bien propre, et mal de tête, et voilà, c'est fini. Elle a été avalée, quoi. Mais j'adore ton explicatif. Tu dis c'est pour apprivoiser la douleur que les gens inventent de tels radotages, de tels stratagèmes. Oui. Pour échapper à la douleur, à la mort. souffrance directe, parce qu'on n'a pas parlé de la souffrance, de qu'est-ce qui l'a fait souffrir comme ça. Pas encore. Oui, pas encore. Mais ça, les gens vont lire. On va laisser quand même ce privilège, ce bonheur aux gens de découvrir par eux-mêmes. Donc Gisèle nous campe bien son corps, son rapport avec son pubis, son clitoris et tout. Après, elle nous dit, quand j'ai eu Claude, mon sexe a perdu à mes yeux son mystère. Est-ce que nous sommes un peu dans l'idée de Simone de Beauvoir? Est-ce que la maternité dégraderait le corps de la femme? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas une femme, mais je ne pense pas. Je pense qu'elle a d'autres intérêts. Il y a d'autres intérêts, ça se dépasse, tu vois. Dès le début, au début, c'était les yeux, après les ongles, et puis le nombril, c'est un voyage. Donc autant qu'elle prend de l'âge, autant que c'est pôle d'intérêt pour des zones de son corps. C'est pas parce qu'elle prend de l'âge, c'est parce que le temps passe, il faut que ça change. Et c'est une découverte, c'est un voyage à travers une galaxie et on découvre et on passe par là et on repasse par là. En tout cas, moi, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et le rapport de quelqu'un à son corps, à un certain moment, mais surtout un corps de femme qui est souvent désiré comme objet. Donc, de temps en temps, il y a différentes parties de ce corps-là qui est érotisé pour faire plaisir à l'autre et d'autres qui sont considérés pour eux-mêmes, pour faire plaisir à la personne. C'est quelqu'un de très autonome, Gisèle, n'oublions pas. Alors, les hommes aiment les seins, les hommes aiment les fesses. C'est des promesses. Les hommes aiment le sourire, ce sont des promesses. Au fait, ce que les hommes aiment, c'est la promesse de volupté annoncée, au fait. Ah ben oui, bien sûr. Après, c'est une autre qualité de plaisir, mais le plaisir de l'imaginaire qui est suscité par ces différentes parties du corps en mouvement ou fixe, c'est un plaisir. C'est un plaisir spécial. C'est pour ça que très souvent, je trouve que la nudité crue, elle peut être triviale, vulgaire, pathétique. Mais la nudité envoûtée, avec des dentelles camouflées, c'est là que tu as la promesse. Oui, voilà, c'est le plaisir de la promesse. C'est le plaisir de la promesse, justement. C'est pas au-delà, parce qu'au-delà, c'est un autre plaisir. C'est quelque chose d'autre. Voilà.
Mais à force de considérer le corps féminin comme une promesse, est-ce que nous autres hommes, ça ne nous a pas enlevé un rôle dans le jeu sexuel, dans le sens où nous, on a arrêté de nous considérer, nous aussi hommes, comme des promesses pour les femmes. On ne leur a pas laissé le temps de nous désirer. Nous les aimons tellement, nous les désirons tellement, que ce désir devient étouffant. Non, Elles il n'ont faut plus pas l'initiative ça, il du faut demander aux désir. femmes, mais je ne pense pas que ça soit vrai. Ça, il faut demander aux femmes, mais je ne pense pas que ça soit vrai. Parce que les femmes aussi regardent les hommes. Hein. Eh oui. Carrément. Ah ben oui, les femmes aussi regardent. C'est un homme qui pense que les femmes ne regardent pas les hommes, eh ben, il est dans l'erreur. Hein. Est-ce que le regard est toujours, tu penses, érotique? Le regard dans la rue, le regard vite fait, le regard sur Facebook, qu'est-ce qu'il est? En tout cas, il Il porte un érotisme quand même. tous les regards ne sont pas érotiques. Mhm. C'est évident, mais il y a beaucoup de regards qui sont érotiques. 95% des regards seraient... Je n'ai pas fait de comptage, ce serait fatigant. Vierge Marie, ayez pitié de nous. La Vierge Marie est présente, l'Église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours est là. Et pourquoi la Vierge Marie est là? Pourquoi Notre-Dame du Perpétuel Secours est dans l'univers de la couturière de Martissan? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, ben, elle est là. Tu sais, c'est la toile de fond. Elle est là. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse imaginer Port-au-Prince sans Notre-Dame du Perpétuel Secours. Quand on parle aux gens, hein, et elles sont là. Notre-Dame du Perpétuel Secours serait l'esprit de Port-au-Prince, un peu Je crois. la déesse de cette ville. Je crois. Alors, bon, peut-être aussi que c'est à cause de ma mère qui avait une dévotion particulière pour Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mais moi, depuis que je suis gamin, Port-au-Prince et Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la gardienne de Port-au-Prince. C'est elle qui est témoin de tout. Alors, je veux dire, elle est témoin. Ouais, mais elle reçoit tout, elle reçoit même Altagrace Ah oui, avec des prières, mais très spéciales, Altagrace, très C'est particulières. des prières d'Altagrace. D'ailleurs, qui sont exorcisées immédiatement. Oui. Alors, tu vois, c'est le genre de prières qui sont exaucées. J'ai dit exorcisées. Oui. C'est le genre de prières qui sont exaucées, mais immédiatement. Ouais, parce que Altagrace, elle ne joue pas, quoi. Elle demande même un homme à Altagrace, quoi. Elle sait À Notre-Dame. elle sait ce que prier veut dire. Ouais. C'est quelqu'un qui sait prier. Prier, c'est demander. Alors, il ne faut pas passer par quatre chemins. On demande. Mais au début du roman, on sent qu'Altagrace est un personnage secondaire. Mais à force de continuer dans la lecture, elle prend du relief. Ah ben oui, Altagrace n'est pas un personnage secondaire. Ouais, elle prend du relief. Ah elle, oui, est, oui. elle est aussi importante que Claude, elle est aussi importante que Nelson, Gisèle, que Frérot, que Gisèle. Elle a toute sa place dans ce roman et c'est une femme de liberté. C'est aussi une femme besame mucho. Je me suis dit, tu aimes cette chanson, quoi. Ah ben qui n'aime pas Besson? Ah mais qui n'aime pas cette chanson? Il n'y a personne qui n'aime pas cette chanson. Mano Chalmaille aussi est dans ce roman. On va lire un petit passage. Le lendemain, il s'est plaint d'une douleur. C'est devenu aigu. Et la radiographie a montré 2 côtes fêlées. Là, nous sommes en train de parler de Claude. Hein. Ça m'a coûté, c'est Gisèle qui prend la parole, la mère de Claude, ça m'a coûté le salaire de tout un mois de factory, mais j'étais soulagé. Quelque temps plus tard, une chanson de Mano Charlemagne sur un match de la sélection résonnait à la maison. Il pouvait à peine chanter, mais arrivait à dire « Bourgeois séparés, maman ». Voici une autre chanson qui est dans ce roman, mais pas n'importe laquelle. Hein. Bourgeois séparés. Ça peut donc arriver que les bourgeois se séparent? Non, il faut comprendre que la mère de Claude est une ouvrière. Ce qu'on appelle... donc, c'est une position très claire au niveau de la société. Donc, et les chansons de Mano Charlemagne lui parlent très directement. C'est ton match de sélection. On passe encore cette chanson. Ouais. Et à la suite d'une erreur, Haïti rate ton goal. Oui. Vous tendez l'engarder, enfin, etc. Oui. etc. Et oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est une façon de dire que oui, ce jeune homme a conscience de sa classe sociale. Et c'est cette conscience de sa classe sociale qui sans doute va l'amener à faire un certain nombre de choses.
Oui, il est de gauche, quoi, Claude. Il est de conviction politique de gauche, Oui, avec Frérot. Oui, Mais- oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Très clairement, très nettement. Mais bon, en même temps, j'aime pas trop utiliser cette affaire de gauche, de droite. C'est sûr que c'est de gauche si on prend. Mais je pense que ça ne dit pas exactement de quoi on parle quand on dit en Haïti qu'on est de gauche. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on met dans cette boîte-là? Ouais. Et Gisèle refuse de le savoir. Juliette est une fille bien. Elle a abandonné l'école à 16 ans parce que son père, grand amateur de rhum Barbancourt, comptait plus sur sa chance à la borlette que sur sa force de travail pour s'occuper de sa famille. Sa mère s'était endettée pour monter un commerce. Partie au Panama faire provision, elle a disparu corps et bien. Après 3 longs mois à essayer de comprendre ce qui s'est passé, le créancier, un riche commerçant, a exigé remboursement. Comme le père se trouvait encore plus démuni qu'avant, comme il prenait les menaces d'emprisonnement au sérieux, et comme ce créancier était réputé aussi riche qu'homosexuel, il lui proposa Juliette. Mais sacré père. Alors Juliette, pour que les téléspectateurs comprennent, c'est la copine de Claude dans le roman. Claude qui est donc le fils de Gisèle, qui est donc cette couturière de Martissan. Donc je trouve que ce père, il trouve des solutions, mais il a vendu sa fille carrément. Alors je ris parce que c'est vrai, on peut le voir de cette manière-là, mais non, c'est des choses qui se faisaient malheureusement de façon tout à fait, de manière tout à fait ordinaire. Hein. Pour rembourser une dette, là, ben, le type, il est réputé aussi homosexuel que riche. Donc, s'il lui donne la fille, il n'y a aucun danger. La fille va travailler pour lui. Hein, Pour comme ça, rembourser sa dette. comme ça, il est tranquille. Maintenant, et la rencontre de Juliette et de Claude, ils se sont rencontrés dans un tap-tap. Elle l'a trouvé beau et drôle et tout. Lui, il l'a trouvé si jolie, si mature, si mystérieuse et si furieusement attirante. Comme ils étaient faits l'un pour l'autre, cela s'est fait tout naturellement. Je me suis arrêté là pendant à plusieurs reprises. Ce qui sous-entend que dès qu'il y a la drague, les gens ne sont pas trop sûrs de leurs sentiments. Quand les gens sont sûrs de ce qu'ils ressentent, ils se mettent ensemble tout de suite. Ils ne prennent pas du temps, le temps de la drague, le temps de non, je vais réfléchir et tout. Hein. Ah mais non. C'est-à-dire que effectivement, quand l'attirance est réciproque, on ne joue plus. Et puis c'est les années 70. Hein, on joue beaucoup moins. Non, parce que c'est vrai, avant, il y avait tout ce rituel, il y avait des parades, il y avait... Et puis les années 70, justement, ont amené ce genre de choses, de reconnaître plus facilement ses émotions. Mais il y avait une libération sexuelle, une libération des mœurs. Je voudrais pouvoir trouver une autre expression. C'est pas à proprement parler une libération, mais disons qu'on était plus proche de ses émotions. Non, même ça, c'est pas bon. Qu'on reconnaissait plus volontiers ses émotions dans ce genre de situation. Donc voilà, on perdait beaucoup moins de temps. D'ailleurs, on n'a pas le temps dans un tap-tap, c'est la trajectoire. Et j'aime bien cette situation où... Ouais, une proximité, il faut non mettre seulement toute il y la a place tout de la suite. proximité, mais dans le temps, à un certain moment, elle descend du tap-tap, et si elle s'en va, c'est fini. Hein. Oui, il faut attendre une autre occasion si on la rencontre. Parce que là, il n'y a pas le WhatsApp à l'époque, il n'y a pas la connexion Facebook, il faut vraiment créer la toile tout de suite. Quoi. Non. Mais sinon, il y a quand même une dissymétrie intellectuelle entre Claude et Juliette. Oui. Claude, c'est un cérébral, Juliette n'est pas très éduquée, si on veut. Mais ça n'a pas bloqué l'élan amoureux. Comme quoi, l'amour n'a pas besoin du cerveau pour s'instituer. Je dirais que Juliette n'est pas très instruite, mais elle est éduquée. Oui. Oui, non, mais c'est des choses qui sont relativement indépendantes des émotions, des sentiments amoureux, etc. On a vu des millions d'exemples à travers le monde de grands intellectuels, femmes ou hommes, qui sont avec une femme ou un homme qui n'ont rien à voir avec leur domaine de prédilection ou bien là où ils excellent. Donc, oui, voilà. Depuis que ce foutu président est parti, l'eau ne sort plus qu'une fois par semaine des robinets. Ça m'a appris quelque chose sur l'époque. Il y avait donc ce rationnement, cette difficulté à avoir de l'eau après le départ de Jean-Claude Duvalier. Oui.
Oui. Et à l'arrivée de Jean-Claude Duvalier, il y avait aussi un problème d'eau. Et à son départ, il y avait encore ce problème d'eau. Et à son départ, il y a eu un problème d'eau. Le problème était tellement crucial que ça a été mentionné dans un discours présidentiel. Au début, il y avait un problème d'eau. L'eau ne sortait plus des robinets. Maintenant, on ne s'en préoccupe plus parce qu'on achète un camion d'eau. Oui. Mais avant, l'eau sortait du robinet. Ouais, donc il fallait le robinet carrément. Donc, quoi. depuis le départ de ce foutu président, l'eau ne sort plus qu'une fois par semaine du robinet. Alors que, avant, l'eau sortait du robinet. C'est un clin d'œil par rapport à comment les choses évoluent de façon... Carrément, déjà à ces époques-là. Et un grand pari stylistique aussi de gagner par Ronald Seppol dans ce roman. Le début du roman, c'est aussi sa fin. Qu'est-ce qui va se passer avec Claude à un moment? Un monsieur, un macoute, un pistolet, le peuple, on ne sait pas ce qui va se passer. Des pneus, la maman. Écoutez, c'est un roman magnifique que je vous recommande, mais sans modération. La vente signature est pour le 5 février à J'imagine à Pétionville. Ce roman a quand même eu le prix Deschamps 2018 et ce prix-là, il n'est pas donné. Un jury qui est présidé par l'écrivaine Evelyne Trouillot pilote tout ça. On dit la lecture, mais vraiment de ce mois de janvier, c'est La couturière de Martissa. Maintenant, Ronald Seppol, j'ai un petit questionnaire pour toi. C'est plus light si tu veux. C'est le questionnaire de Proust. Quel est le principal trait de ton caractère? Ah, là, c'est une question colle, hein, parce que malgré le fait que je me regarde assez souvent dans la glace, j'arrive pas à sentir... À trouver le principal trait de ton caractère. Le principal trait de mon caractère, mince. Je pense que, bon, je suis quelqu'un de posé. Ouais, de très olympien. Non, pas olympien. Je suis pas... Comment dire ça? Je suis, bon, posé. Tranquille. Je ne suis pas un excité. Quel est ton principal défaut? Je ne sais pas. Et quelle est ton occupation préférée? Mon occupation préférée? Ah, j'en ai plusieurs. Lire, regarder un bon film, nettoyer. Oui. Et quelle est la qualité que tu préfères chez tes amis? La loyauté. Quel est le pays où tu désirerais vivre à part Haïti? Je ne sais pas. Quel est ton mot préféré? Amour, peut-être. Qu'est-ce que tu voudrais être à part être écrivain, à part être opérateur culturel, rêve culture? Qu'est-ce que tu voudrais être à part tout ça? Gastronome. Et quel serait ton plus grand malheur? Ah, mon plus grand malheur serait de perdre les gens que j'aime. Quel est le son, le bruit que tu détestes par-dessus tout? La sirène des voitures de parlementaires qui me font chier dans les rues de Port-au-Prince, quoi. Vraiment, ça me dégoûte, ça. Ah, des fois, ils y vont à fond. Hein. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Boucher. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Que je méprise. Que tu méprises le plus? Personnage historique que je méprise. Haïtien ou bien... Haïtien ou international? Hein? Difficile à dire. Hein. Michel Martelly, non? Bon, il va devenir par la force des choses historique, mais bon... non. Mon mépris va être encore de l'or par rapport à ça. Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Le don de la nature, je ne sais pas. Vraiment, ce questionnaire de Proust, il est... Moi, je ne sais pas. Je veux dire que, moi, heureusement, je n'ai pas une mauvaise santé. J'ai 60 ans, j'ai l'impression que je vais avoir... Encore... Ouais, c'est vrai que tu pètes la forme. Hein? C'est bon. J'aime un certain nombre de choses, mais le Proust, là, il est taré. Il y va à fond. Hein? Tu as une devise? Oh, même pas. Un juron préféré? Merde alors. Et comment tu aimerais mourir? Ah, écoute, moi je suis un paresseux. Hein.
J'aimerais mourir dans mon lit. Hein, Tranquille, quoi. Oh, oui, oui, tranquille. J'aimerais m'éteindre. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout, Ronald Sepol? Le bruit, la stupidité, la connerie. Quoi. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Après ma mort, pourquoi après ma mort? Ah ben comme ça, tu le croises au paradis. Ou bien à l'entrée, au fait, dans la route qui sépare... Ça, c'est si Dieu existe. Oui, si, il existe. On parle de l'idée qu'il existerait. Il te croise, il y a deux barrières, l'enfer à droite, le paradis à gauche. J'espère qu'il sera à gauche, le paradis, au moins politiquement. Hein. Moi, je lui dirais Enfin, qu'est-ce que j'aimerais m'entendre dire? Ouais, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise et qu'est-ce que toi, tu lui répondrais? Oh. Ou bien qu'est-ce que toi, tu lui dirais directement? Tu arrives là, j'imagine que ça va être la queue pour monter. Et là, quand c'est ton tour, tu dis « Salut Dieu !» Et là, qu'est-ce que tu lui dis, quoi? Tu dis qu'est-ce que... Je sais pas ce que je dis. Je suis vraiment en dehors de ce genre. Non, je ne peux même pas imaginer lui dire quelque chose. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je lui dirais? Moi, je parle du principe que nous avons créé Dieu. Donc, si je lui parle, c'est moi qui le crée. Et si je le crée, je lui donne une responsabilité qu'il n'a pas. Et du coup, je déresponsabilise les gens, parce que moi, j'aurais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu as foutu en Haïti? Mais ce serait en même temps dire aux Haïtiens qu'ils n'ont pas la responsabilité de ce qui leur arrive. Donc, du coup, moi, j'ai rien à dire à ce mec qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, je me le dis tout le temps, mais vu le bruit qu'on fait pour lui, il aurait pu quand même exister. Ah, mais c'est un bon business. Non, mais c'est un bon business. Cela dit, c'est un bon business. Il y a le Vatican, il y a les églises, enfin... Ah, il y a toute une institution oui, derrière. Toute une institution, non. Une trésorerie est derrière. Oui, oui, non, c'est un grand... Cela dit, attention, je ne veux pas passer pour un mécréant vulgaire. Et je reconnais qu'un être humain peut avoir de la spiritualité, peut avoir un idéal. Et cet idéal peut prendre la forme d'un Dieu, de ce qu'ils appellent Dieu. Mais pas Dieu dans le sens où... Oui, le grand barbu. Avec son fils, avec la mère. Image d'ailleurs sur laquelle on a créé toutes ces organisations politiques qu'on appelle religions. Donc, et Donc, tu penses que les religions sont des organisations politiques? Ce n'est pas moi qui le pense, ce sont des organisations politiques. Ce sont des organisations politiques. Le Vatican a organisé... Non, ce sont des organisations politiques. Il faut avec des idéaux politiques, avec une feuille de route économique, tout ce qui va avec. Quoi. Non, mais bon, je ne pense pas que je suis en train de dire rien de particulièrement original. Hein. Je veux dire, l'humanité a été gérée par ces institutions. Et a été gérée, c'est de la gestion. Ouais, qui ont fait des guerres, qui ont c'est de la occupé gestion. les pays, la colonisation. Voilà, quand Christophe Colomb est arrivé ici, c'est avec la croix. Hein. Voilà, donc c'est des organisations politiques. Qui portent des idées derrière. C'est pas non, c'est plus que des partis politiques, c'est des institutions politiques. Ouais, ça, il faut bien le comprendre, Ronald Sepol. Et quel est ton état d'esprit actuel? Voilà les questions que je trouve très simples et en même temps très difficiles. Et en principe, c'est moi qui pose ce genre de questions simples et difficiles. Quel est mon état d'esprit? Par rapport à quoi déjà? Par rapport à l'émission, ton état d'esprit actuel. Mais non, mais moi je suis très content d'être avec toi, Angelo. On parle oui. La couturière est avec nous. On parle de la couturière de Martissan. Je pense qu'on a bien parlé d'Altagrace, de Claude, de Gisèle. On a très peu parlé de Nelson. Ouais, c'est vrai. Mais il est en prison, lui. Non, donc, mais il est sorti un peu jusqu'à la fin. C'est pathétique. C'est pathétique. Ouais, c'est pathétique. Il a voulu. Et je pense que c'est aussi l'image d'un père. Et je ne pense pas qu'il faille cracher dessus parce que il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans ce genre de situation. Et Dieu seul sait si, effectivement, ce type, il a souffert quand même. Ouais, la jalousie rend l'homme méchant. Mais il n'est pas méchant. 20 ans de prison. Non, il n'est pas méchant. Ce type, il n'est pas méchant. Il a été en colère. Tué, Ronald non, mais il a été en colère. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il a été en colère. Il a tué un homme parce que celui-ci a couché avec sa femme. L'autre qui couchait avec sa femme n'a rien fait de mal à la femme. Le mec, il a fait que coucher avec sa femme. Non, mais il a été en colère. C'est pas qu'il soit méchant. C'est différent d'un type qui bat sa femme. D'un type qui fait un crime passionnel. Non, lui, il a préféré tuer l'amant, quoi. Ça. Le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. Nogao Dixit.
Non, mais c'est des choses qui arrivent, mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Ouais. On parle de méchanceté, non. C'est Oui. pas un méchant. Foncièrement, non, c'est pas un type criminel, méchant. quoi. C'est pas un criminel, c'est un type qui s'est retrouvé dans une situation. Il a tombe eu- sur un homme qui couche avec sa femme. Impulsivement, Impulsivement, dans un accès de colère. Mais le type, il était faible, il l'a bousculé. Bon, le mec, il est Si ça mort. se trouve, même Guito, un caméraman d'ici, aurait pu faire ça. Voilà, hein, voilà. qui est C'est pas qu'il réputé voulait d'être le un jaloux, tuer. hein. Il ne l'a pas tué intentionnellement. Il l'a frappé, c'est sûr. Mais bon, bref. Mais il a payé très lourdement et peut-être trop lourdement, je pense. Ouais, c'est une peine terrible qui lui est tombée Trop dessus. lourdement. Parce que c'est pas seulement d'avoir été en prison qui est la peine normale. J'ai rien contre ça. Et heureusement, il est sorti après ces 15 années de prison, de condamnation, mais il est sorti avec ce truc, ce costume qu'il a été obligé d'endosser. Il était maître prison, carrément, Voilà. vu le temps qu'il a Voilà, resté. et- Il est sorti Macoute un peu, Voilà. un peu sans le vouloir, quoi. Il est tombé dans le costume de Macoute. Pas un peu, sans le vouloir. Ouais. Il a été obligé. Si on te propose, à l'époque, si on te propose d'être dans sa situation, il n'avait pas le choix. Ouais, si tu dis non, tu peux pas être Macoute, tu peux Mais passer tu restes pour un en- opposant au régime ou non, tu restes en non, prison. tu restes en prison. Tu restes Ouais. en prison. Et puis, je pense que le destin a été vraiment très dur avec lui de devoir mourir comme ça avec son fils. Ouais. C'est violent. Ouais, on va pas entrer dans les détails. Les gens vont découvrir les détails de Ronald Sepol pour savoir Ouais. ce qui s'est passé. La couturière de Martissan, prix des champs 2018. Ronald Sepol, il y a un jeune garçon, il y a une jeune fille de 20 ans, un mec de 22 ans qui regarde cette émission. Ils sont tombés dessus tout de suite là en zappant. Qu'est-ce que tu leur recommandes comme lecture? Trois livres qu'ils doivent lire, qui sont dans ton panthéon personnel, que tu as aimé, que tu voudrais leur recommander. Mais On y ça- va. Le premier livre, ce serait Oh là là, Thérèse en mille morceaux. Thérèse Amil Borso, le Nel Trio. Le Loco deuxième, Miroir. le Loco Miroir. Loco Miroir. Ça, c'est de qui? Lila d'Esquiron. Les Esquirons. Ça, je ne l'ai pas lu. Euh, Le troisième, mais ça alors. C'est difficile, hein, moi. Tu es en train de me faire des amis, là. Bringen Blues. J'adore. ah, qui est immense, ouais. Ah, ben oui. C'est un livre qui a marché. Voici les trois recommandations de lecture de Ronald Sepol. Merci Ronald d'avoir accepté Merci, mon invitation. D'Angelo. Je rappelle que la vente signature de la couturière de Martissin pour le 5 février à J'imagine à Pétionville. Je serai là, toute la communauté littéraire, tous les amis du livre, de la culture. Vous aussi, soyez des nôtres. Venez donc lire La couturière de Martissin, prix des champs 2018. Place maintenant à la rubrique Temps Science. À tout de suite. Nous voici présentement dans la rubrique Temps Science, délivrez-vous. Temps Science, c'est une rubrique qui vous invite à lire des livres scientifiques. C'est également une rubrique qui vous invite à développer de l'intérêt pour des thématiques scientifiques. Et pour aujourd'hui, nous serons dans l'actualité lunaire. Nous serons plus que jamais lunatiques. Nous allons allunir. Le champ lexical est très lune. Maître Volmar est avec moi. Nous allons en parler là tout de suite. Maître Volmar, bienvenue à Délivrez-vous. Tu nous as manqué, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Agenda, tu fais ton avocat, tu es à droite, tu es à gauche. Parce que les gens doivent savoir que tu es avocat des affaires, que tu as ton blog droit et investissement qu'ils doivent consulter sur la toile et que tu es un amateur d'astronomie, un amoureux de la science. Amoureux, jusqu'à la mort. Quelle est l'actualité de la Lune là maintenant, Maître Volmar? Que s'est-il passé pour que toi et moi, nous nous mettons à parler d'elle? Bon, en fait, il y a deux actualités. Premièrement, il y a l'alunissage de la mission chinoise et au début de l'année, au tout début. Et puis ensuite, il y a eu l'éclipse qui s'est produit la semaine dernière. Voilà, ça fait deux éléments très importants. Maintenant, pour aller sur la Lune, la distance entre la Terre et la Lune, combien de temps ça prend? Ça prend... Le voyage. Bon, tout dépend de la fusée. Ça peut prendre entre 3, 4 jours ou 7 jours. Parce Mais c'est à côté, la Lune. C'est à côté, c'est 340 000 km environ. Ouais. Donc, à quelle vitesse on fait cette distance-là? Oh, bon, cela varie. Ça peut aller de 10 km par seconde à 20 ou 30 km par seconde. Ça dépend de la puissance du fusée. OK. Et Chinois, ils ont planté coton sous la Lune. Au fait, il n'y a pas planté coton sur la Lune. Ça, au fait, c'est que... alors, Chang'e 4, qui c'est déjà non mission, mais aussi non atterrisseur, et parce qu'il faut nous préciser que avant nous arriver sur la coton, son mission vraiment particulière, parce que c'est la première fois
que il y a un atterrisseur sur la Lune, mais de sa face cachée. Alors, ce qu'on appelle face cachée, c'est que bien que la Lune a fait ronde la Terre, ça nous a carré les révolutions. Hein. Et il y a une rotation même genre la Terre, mais rotation par là fait que il toujours bail la Terre, même face là. Ce qui fait que depuis nous regardons la Lune, c'est toujours même genre Noël. Donc, de ce fait, bon qui nous pas jamais mourir, bien que nous avons pensé que cette face cachée, parfois, alors pas parfois, est toujours dans le noir, mais ce n'est pas vrai. Donc, par exemple, lors des nouvelles lunes, la face cachée est ensoleillée. Lors des pleines lunes, la face cachée est dans le noir. Donc maintenant, jamais il n'y a pas de mission spatiale qui a été faite dans la face cachée. Hein. Et c'est la première fois que les Chinois ont fait avec Chang'e 4. Mais il fait pour Contio, sans aucune collaboration européenne. Pour Contio, c'est la mission spatiale chinoise. C'est-à-dire, pas aucun monde qui. Bien entendu, il y a des instruments scientifiques qui développés en Europe. Oui, que utilisé. Oui, mais le propre de la mission, oui, l'ensemble est chinois. Mais cette histoire de coton qu'ils ont germé voilà, sur cette histoire de le sol coton, lunaire. c'est un petit conteneur que vous mettez coton, vous mettez œufs, mouches. Il y a l'autre plante encore, que je ne pas vraiment rappeler moins. Alors, l'idée, c'était, avec bien entendu, une mini-atmosphère, hein, il y a de l'air à l'intérieur. Donc, l'objectif, c'est de voir comment les êtres vivants se comporteraient sur la Lune. Et puis, ils ont remarqué que coton est éclos. Carrément, quoi. Ah ouais, carrément. On avait dit bloc 2025-2030, là, on est qu'à un rendez-vous sur la Lune. Là, quand tout le monde chème d'abord un là, même un rendez-vous sur la Lune, malgré tout, tourner pita sous terre, il n'a pas allé. Par contre, c'est 2025 qui est tellement proche nous que ça va arriver, mais c'est l'objectif. Par exemple, la NASA, avec l'arrivée de Donald Trump comme président, est focus sur la Lune. L'Europe focus sur la Lune, mais la Chine lui-même lui prend la Lune quoi, avec déjà 4 ou 5 missions. Non seulement il y a eu l'éclipse Med Volmar, mais au même moment, il y a un météorite qui était tombé sur la surface de la Lune. Non? Oui, alors c'est un événement lié parce que ça n'est pas arrivé facile pour regarder en direct. Il y a une chute météorite et en plus par des amateurs d'astronomie. Donc des gens qui ne sont pas professionnels là, mais qui ont un télescope et qui tapent suivre l'éclipse là. Et puis il y a un flash lumineux qui c'est un météorite là qui est tombé sur la Lune. Donc c'est pas comme si un gros événement que ça, mais ça qui fait particularité, c'est parce que en pile et monde qui a observé la Lune, que ce soit amateur d'astronomie ou professionnel, et ils ont regardé en direct une chute météorite. Météorite là, pour le dire très simplement et très rapidement, sont roches qui dans l'espace. Oui, et nous sommes capables de dire simplement son roche, même si parfois il y a un métallique tout. Donc, on est capable de un météorite qui est constitué de métal, il y a des astéroïdes comme ça. Nous avons parlé de ça l'année dernière déjà d'ailleurs. Donc, il y a même qui ont une sensation que l'étoile filante, ce n'est pas l'étoile là qui a filé réellement, mais c'est l'air là qui a frotté énormément avec un pile. Parce que l'air météorite, ça va pas entrer dans l'atmosphère, là, on entraîne en pile vitesse. Donc, ce n'est pas à petite vitesse petit, hein. Donc, c'est de l'ordre de centaines de kilomètres par seconde. Et chaque seconde, les guettants fait plusieurs kilomètres. Donc, vitesse, ça a fait que il frottait énormément sur l'atmosphère là et frottement produit chaleur a flambé et météorite là carrément et puis les regarde la nuit nous passons son étoile filante nous font vœux toute bagaille. Sinon dernier éclipse qui était la toute récente, c'est soleil là, si on a bien compris le scénario, qui là la terre vient tomber en face lui, la lune vient tomber derrière soleil là, ce qui fait que la lune vient l'entrée dans l'ombrage terre. Alors, déjà, il faut nous dire même plan, et si nous prenons une table, nous mettons le soleil là, nous mettons la terre, nous mettons la lune, donc nous sommes même plan. Et ça, on dit même plan. Maintenant, tout corps qui en face lumière fait l'ombrage. C'est pour ça qu'il fait obligé de mettre plusieurs lumières dans le studio pour empêcher que des ombrages passent. Donc, l'ombrage que la Terre fait par rapport à Soleil là, la Lune rentre là-dedans à un moment de. Et ça fait nous avons l'impression que la Lune a changé couleur, les lumières rouges. Oui, l'impression de changer couleur parce que l'atmosphère terrestre là, il y a des gens que il fait une sorte de décomposition de lumière solaire là, et puis les rouges là viennent tomber sur la Lune. Même genre ciel bleu là, son décomposition de la lumière du soleil, c'est pas un ciel vraiment, pas qu'on va écrire le ciel bleu, son illusion optique, c'est juste que l'atmosphère là voyait lumière bleue soleil là bas nous. Donc c'est ça qui fait la Lune apparaître rouge, mais c'est pas ça. Hein, au fait, c'est bien de le dire aussi, au fait pas un ciel, pas une voûte qui couvrit la terre, j'aime mon ça me toujours dit c'est que si une voûte qui couvrit la terre, à côté le fait la nuit.
Ça, c'est bien dit. Maintenant, merci beaucoup. Nous avons rappelé deux éléments d'actualité. On a eu une éclipse lunaire tout récemment. Et dans le même moment, un météorite tombé sous la Terre. Sous la Lune? Sous la Lune, pardon. Ah oui, sous la Terre, là, bon. Les amis. Et heureusement, nous sommes protégés aussi. Hein, nous-mêmes, nous avons une couverture magnétique qui fait que le météorite pas qu'à rentrer sous Terre comme ça. En fait, en réalité, la couverture magnétique, là, ça les protéger, c'est rayons ultraviolets. Non, pas rayons ultraviolets, c'est vent solaire. Ça veut dire que solaire là, il entre en éruption et puis il faut des vents qui sont vraiment extrêmement dangereux pour toute installation électronique nous sur la Terre. Non? Donc, les champs magnétiques là protègent nous contre lui. Mais ça qui protège nous de météorites, c'est la Lune déjà qui prend chute là pour nous. Ou bien l'atmosphère qui boule les météorites là depuis en l'air. Oui, qui pas quitter les rivets. Oui, bon, peut-être ça dépend de dimension, parce que plus les gros, l'atmosphère là, pas capable de bouler toute. Oui, donc si on a un homme là, les gars qui tomber Jérémy. Ah non, 10 km et nous déjà joindre. Absolument. Bon, voilà, ça c'est dit. Espérons qu'on ne va pas en arriver là. Merci, Maître Volmar. Merci, D'Angelo. Les éléments d'actualité sont là, les gens sont au courant. Nous vous invitons à vous intéresser à l'astronomie et à toutes les formes de connaissances et en rapport à l'espace. Je vous invite à lire La Couturière de Martissan, prix des Champs 2018. C'est le plus gros prix littéraire au monde qui a écrit en Haïti, Capran. Et Ronald C. Paul a eu ce prix pour La Couturière de Martissan que je vous invite à lire. Écoutez, mesdames et messieurs, gardons bonheur. Merci à l'équipe technique de la télévision qui me permet de vous présenter cette émission toutes les semaines. Merci de vos marques de sympathie sur les réseaux sociaux. Gardons bonheur. Je lance très prochainement une formation sur la prise de parole en public, les académies du savoir-parler. Vous êtes au courant? Le téléphone de contact est le 37 50 67 72. Soyez des nôtres avec 3 cours au menu. Communication persuasive, Ricardo Nicolas, l'art de convaincre, élocution française avec Manlolo, Marie-Laurence Jostella-Seg, retour sur les fondamentaux de la grammaire orale du français et rhétorique générale avec moi sur la voix, sur le regard, sur la diction, sur la gestion de la timidité, sur la présence scénique. Ça va être une grande aventure du langage. Gardons bonheur, dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.